Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien, je vais commencer par vous raconter la saga de Martini et puis comment devenir un leader européen en moins de 60 ans d'existence. Xavier Guichard, président du groupe Manutan, qui est spécialisé dans la distribution d'équipements et de fournitures pour les entreprises, vient nous expliquer comment en 3 générations, ce groupe familial y est parvenu. Et vous voulez créer une entreprise, vous êtes seul ou vous cherchez un associé ou un partenaire, on va vous donner quelques conseils pour ne pas vous tromper dans vos choix. Voilà, on commence par la saga de la semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre. Aujourd'hui, on vous emmène donc du côté de l'Italie, près de Turin, pour découvrir cette fameuse histoire de bouteille mondiale qui a conquis la planète, vous l'aviez dit, le Martini. Comment tout a commencé en fait ? Eh bien Laurence, derrière le Martini, il n'y a pas qu'un apéritif d'ailleurs iconique, mais une vraie saga à l'italienne. Tout commence en 1863 quand Alessandro Martini, un négociant visionnaire, s'associe à Luigi Rossi, un herboriste de génie. Ensemble, dans un petit village du Piémont, ils créent un vermouth qui va devenir légendaire, le Martini Rosso. Un subtil mélange de vin, d'herbes et d'épices, une recette qui, croyez-le ou non, est restée secrète depuis plus de 160 ans. Incroyable. Alors comment cette petite entreprise turinoise a-t-elle réussi à s'imposer dans le monde entier ? Grâce à un savant mélange de flair commercial et d'audace, Alessandro Martini était un infatigable globetrotter. Il a présenté son vermouth aux 4 coins du monde, empilant médailles et récompenses internationales. En moins de 50 ans, Martini s'est exporté dans plus de 70 pays. Et pour séduire d'ailleurs chaque marché, la marque a su s'adapter. Un Martini Dry pour la France, un Bianco, une version sans alcool pour les États-Unis pendant la prohibition, du Think Global, acte local, c'est-à-dire je pense global et j'agis localement, avant même que ce soit à la mode. Visionnaire. Et aujourd'hui, que reste-t-il de cette aventure alors ? Eh bien, derrière chaque bouteille, il y a toujours le même savoir-faire ancestral transmis depuis 8 générations. Seuls 2 hommes, Beppe Musso et Ivano Tonuti, connaissent la recette complète. Et Martini, c'est aussi un art de vivre, des terroirs soigneusement choisis et une empreinte culturelle forte des terrazze, de l'amour sur les toits des grandes villes, des campagnes publicitaires légendaires. Même James Bond d'ailleurs a contribué à son mythe en commandant son célèbre vodka Martini au shaker, pas à la cuillère, ça rappellera les souvenirs à tout le monde. Une success story italienne à la fois intemporelle et toujours en mouvement, mais on n'oublie pas de rappeler que l'alcool doit être consommé avec modération, surtout l'été. Allez, on passe à votre témoin de la semaine. Nous sommes avec Xavier Guichard, président du groupe Manutan. C'est une entreprise familiale créée en 1966, spécialisée dans la distribution d'équipements et de fournitures pour les entreprises et collectivités au niveau européen. Le groupe, c'est 2500 collaborateurs, quelques chiffres à travers 25 filiales, 1 million de clients sur le continent européen et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. C'est déjà pas mal en 2024. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Xavier Guichard, vous êtes ce qu'on appelle un patron discret. Vos prises de parole dans les médias sont rares, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ça signifie que pour vivre heureux, il faut vivre caché en France quand on est chef d'entreprise ? Pas forcément, mais c'est vrai que ça faisait partie de notre ADN de vivre un petit peu caché. Pour autant, je pense que c'est important aujourd'hui de mieux faire connaître notre marque et de tout ce qu'on peut offrir à nos clients, entreprises et collectivités en France et partout en Europe. Alors si vous le permettez, on va commencer à dérouler justement l'histoire de votre famille et de votre société pour ceux qui ne la connaissent pas. L'histoire de Manutan d'abord commence en 1966 avec votre grand-père André Guichard, autodidacte, et votre père Jean-Pierre. À son origine professionnelle, votre grand-père dirigeait une entreprise de fabrication de chariots élévateurs. Manutan devient la première société française de vente par catalogue d'équipements qui prend la décision d'afficher ses prix. Tout commence ainsi. C'est vrai, alors c'est quelque chose qui peut paraître assez basique aujourd'hui, un petit catalogue de 24 pages avec des photos noir et blanc avec des transpalettes, des diables, et d'afficher les prix et d'apporter au marché cette transparence des prix, c'était quelque chose qui à l'époque était disruptif. Probablement on n'utilisait pas ce mot à l'époque, mais c'est quelque chose qui a bouleversé le marché et qui progressivement s'est installé comme un standard. Alors on va le voir par la suite, mais c'est un véritable esprit marketing dès le départ, parce que vous dites disruptif, moi j'allais dire marketing, parce que le fait de mettre son prix, c'était pas des habitudes du tout. Non, c'était pas du tout des habitudes. Le commerce se faisait plutôt de la main à la main, et donc
voilà, d'apporter cette facilité de transaction dans le B2B, c'était véritablement quelque chose de très moderne, très nouveau. Et la saga familiale continue. Dès les années 70, Manutan va à la conquête de l'Europe en ouvrant au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Europe du Nord et au Portugal. J'arrête là. Très vite, votre famille comprend la nécessité de dépasser les frontières de la France. Donc il y a une volonté de partir ailleurs tout en restant ici, bien évidemment. Tout à fait. C'est vrai que c'était pour une toute petite PME en 1973 d'aller s'installer en Angleterre quand l'Europe n'existait pas ou à peine. C'était quelque chose d'incroyablement osé. Pour autant, je pense que c'est vraiment ce qui a fait le succès de Manutan. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 17 pays en Europe et on exporte aussi vers le Maghreb, l'Afrique, le Moyen-Orient. Après avoir été la première entreprise de vente par catalogue, vous l'avez dit tout à l'heure, donc d'équipements et de fournitures, vous décidez en 2000 de faire pivoter, comme on le dit aujourd'hui, votre modèle vers le digital et vous lancez en 2001 vos premiers sites marchands, au point d'ailleurs d'en faire aujourd'hui votre principal canal de distribution. Je vais donner quand même quelques chiffres pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est 60 millions de visiteurs sur les plateformes et 65% des commandes via le e-commerce. Là aussi, très esprit innovateur. Vous êtes précurseur à l'époque. On était précurseurs, c'est pareil, c'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais oui, qui au début des années 2000, ça a été un vrai choix, des investissements importants. Ça a été aussi quelque chose qui a rassemblé le groupe, qui était déjà présent dans une quinzaine de pays à l'époque. Et je pense que Manutan a toujours su prendre les bons virages au bon moment, pas s'enflammer sur toutes les tendances aussi qui peuvent apparaître tous les ans mais voilà, de l'innovation utile au marché et a su se transformer au fil des années et des grands mouvements de société. Alors Manutan, Xavier Guichard, c'est ce qu'on appelle une ETI. Alors pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas habitués à ces termes, c'est une entreprise donc de taille intermédiaire. C'est des entreprises qui sont entre 250 et moins de 5000 salariés pour un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros. Donc vous vous rapprochez de la taille fatidique pour sortir de ce club. C'est une entreprise familiale et indépendante. Ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire que ça a du sens aujourd'hui dans le monde que nous connaissons, le monde de concurrence que nous connaissons, d'être encore indépendant face à une concurrence internationale? Je pense que ça a du sens et je pense même que c'est un atout majeur. Je pense que ce qui fait notre succès et ce qui a fait notre succès et qui va continuer à faire notre succès sur le long terme, c'est notre capacité à gérer les temporalités, à ne rien lâcher sur le court terme, tout en portant le regard au loin et d'avoir une stratégie et des actions qui, on le sait, paieront sur le long terme. Et donc, c'est grâce à cette indépendance qu'on arrive à faire ça et qu'on arrive à investir aujourd'hui dans des sujets, on en reparlera certainement, mais comme l'économie circulaire, les offres produits responsables, qui nous différencient vraiment. Alors moi je voudrais quand même m'arrêter un instant sur la dimension de l'ETI. On voit bien qu'en France, à la différence de l'Allemagne par exemple, on a peu d'ETI. Comment vous expliquez ça? Parce que vous êtes aussi globe-trotteur, vous voyez le monde, vous voyez comment ça marche. Comment vous expliquez que la France n'y arrive pas? Écoutez, je pense qu'il y a un certain nombre de... C'est vrai que c'est très impressionnant en Allemagne de voir comme les ETI sont notamment ancrés dans leur territoire. On retrouve en Allemagne des ETI au milieu de villages très souvent et qui rayonnent, des entreprises qui rayonnent à l'international. Je pense qu'il y a un cadre fiscal qui clairement aide en Allemagne et qui est très stable, qui fait que les entreprises se passent de génération en génération. Je pense qu'il y a une vision de l'entreprise qui est beaucoup plus positive là-bas. Ouais. Et puis un savoir-faire industriel qui clairement maille tout le territoire. Alors Xavier Guichard, à partir de 2023, vous décidez d'accélérer votre développement et vous vous engagez dans un modèle plus responsable en inscrivant d'ailleurs l'économie circulaire. Vous en avez parlé il y a un instant dans votre modèle économique. Bon, alors déjà, on va s'arrêter une seconde. C'est quoi l'économie circulaire ? Alors l'économie circulaire, c'est la capacité à offrir des produits qui soient soit d'occasion, soit qui ont été recyclés, soit qui ont été upcyclés. Donc seconde main, quelque part. De seconde main. Et en place. Alors, comment vous le traduisez, vous, chez Manutan, ça? Alors, on le traduit par... on a 2 hubs aujourd'hui qui sont en France et aux Pays-Bas, oui. Spécialisés sur la capacité à reprendre des produits d'occasion et à les remettre sur le marché en les ayant, au passage, éventuellement recyclés, nettoyés, réparés.
On fait ça sur 2 typologies de gamme, sur le mobilier de bureau en France et aux Pays-Bas sur l'équipement pour les entrepôts et la manutention. J'ai une ultime question pour vous, Xavier Guichard. Comment on fait pour résister face à des géants comme Amazon? Une question qu'on se pose souvent quand même. Oui, c'est une bonne question. Écoutez, on résiste et on résiste bien en plus, puisque vous disiez, on fait aujourd'hui 1 milliard d'euros. On est en croissance ininterrompue depuis 15 ans. On se différencie, enfin on résiste en se différenciant. On vient d'en parler, la RSE et des offres à impact positif, c'est clairement un axe de différenciation. On résiste, je pense, grâce à une culture d'entreprise très forte. Je pense qu'il y a chez Manutan et à mon avis en général dans les ETI familiales une capacité des collaborateurs à s'engager dans l'entreprise. On donne du sens à cet engagement. Et du coup, je pense qu'on a une capacité à s'adapter, une agilité à s'adapter aux conditions de marché qui fait qu'on résiste bien et on sait apporter de la valeur au marché et accompagner nos clients dans leurs contraintes et leur quotidien. Leur quotidien, exactement. Merci à vous, Xavier Guichard. Merci. Merci beaucoup. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et on parle de partenariat avec vous, Thomas. Comment identifier des partenaires potentiels et surtout comment établir des relations de confiance durables dans les affaires? Vaste question. Eh bien, Laurence, le premier point d'abord, c'est l'alignement des valeurs. Un partenariat n'a de sens que s'il repose sur des objectifs communs. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut gagner, mais de ce que l'on peut construire ensemble. Donc, si je vous comprends bien, on parle bien de valeurs partagées, mais une fois qu'on les a identifiées, comment faire en sorte que cette fameuse relation soit durable et surtout solide? C'est bien là le sujet, Laurence, parce que la transparence et la communication sont cruciales. Il faut échanger régulièrement, être à l'écoute et surtout ne jamais laisser de zone d'ombre. Un partenariat basé sur la confiance est celui où chaque partie sait où elle va vers le gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Bon, accent sur la confiance, ça c'est bien sur le papier. Mais comment éviter que cette confiance soit mise à mal? C'est une question de cohérence. Si l'on tient ses engagements, même les petites promesses, cela renforce la relation. Et il faut aussi être prêt à ajuster ses attentes au fil du temps. Donc pas de naïveté, mais un équilibre constant à rechercher et entretenir entre les alignements des objectifs, transparence et respect des engagements. Voilà pour les essentiels de l'entrepreneuriat. Puis on se retrouve dans quelques instants. Osez investir. À tout à l'heure. Merci Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.